Bonsoir monseigneur, Etienne Erling en deuxième année. Nous sommes dans une école militaire, enfin on n'a pas le statut d'élève militaire, mais on a une direction militaire, et on peut s'interroger sur l'éthique dans la recherche militaire ou qui vise à développer les technologies militaires. Alors dans le contexte actuel, on entend tout le temps parler des interventions d'un pays étranger donc en guerre, et ça peut apparaître comme une nécessité, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre sur le sujet? Alors d'une certaine manière, votre question me renvoie immédiatement, mais peut-être ai-je mal compris la question, mais ça me renvoie immédiatement à la seule justification d'une école qui dépend des militaires, et donc d'un organisme militaire, et donc d'un Breton qui devient ministre de la Défense, qui travaillait avant à Rennes, comme président de la région de Bretagne. La seule légitimité, c'est pas la guerre, c'est la légitime défense. Et si la légitime défense n'est pas mise en œuvre, c'est toujours une faute. Si bien que la recherche scientifique pour l'armement, pour la qualité de l'arme, est toujours une recherche scientifique pour la légitime défense. Alors évidemment, ça ne suffit pas, parce qu'une fois que je dis ça, la légitime défense, c'est pas d'abord le ministère de la Défense, le ministère des Armées. La légitime défense, c'est d'abord le ministère des Affaires étrangères. C'est d'abord une question diplomatique. Le propre de la légitime défense, c'est le dialogue. Et tout doit être fait pour le dialogue. Tout doit être fait d'un point de vue politique. Et c'est une décision politique de légitime défense, c'est-à-dire de voir qui a autorité pour protéger tel homme, ou tel groupe d'hommes, ou telle société, enfin bref, peu importe la grandeur du groupe, qui a autorité pour décider qu'il faut protéger, qu'il est légitime de les défendre. Aujourd'hui, c'est un vrai problème qui n'est pas tranché aujourd'hui. Bon, mais là, j'entends la question politique. Mais enfin, je prends l'exemple, parce que c'est intéressant à réfléchir au point de vue même de philosophie politique. C'est quand même très intéressant. Bon, il y a une procédure qui est mise en œuvre, il y a un conseil de sécurité, mais il suffit qu'il y ait 2 membres du conseil de sécurité qui mettent leur veto. Bon, rien ne peut se faire. Peut-être qu'ils ont raison de mettre leur veto. Mais ça veut dire qui décide de la manière de protéger une population qui est victime d'une agression injuste et qui n'a pas la capacité de se défendre. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. En tous les cas, c'est une décision politique d'organiser la légitime défense et du coup d'organiser la recherche scientifique pour un armement qui permette une légitime défense. Voilà comment je réfléchirai à cette question. Je serais inquiet de voir des recherches scientifiques qui n'auraient pas cette lumière à l'intérieur d'elles-mêmes pour produire des armements et qui seraient des armements de pure agression et non pas qui serviraient simplement à la légitime défense. Bonsoir Monseigneur. Vous avez évoqué le fait que la science ne peut jamais être menée par le modèle informatique. Et on voit émerger aujourd'hui tout ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire que l'informatique, et notamment la micro-informatique via les technologies de communication, viennent renforcer, si j'ose dire, l'intelligence humaine en apportant des informations supplémentaires ou des capacités de calcul supplémentaires. Alors quel regard peut-on porter sur ces nouvelles technologies de réalité augmentée qui sont à la fois une avancée pour la recherche et pour donner des moyens de recherche, et puis aussi finalement une perte de la réalité humaine? Alors oui, bien sûr, j'ai fait allusion, je pensais à cela, à l'homme augmenté,
au transhumanisme et à ce jugement aux États-Unis qui a, par précisément ces modes scientifiques de connaissance de l'intelligence, ont convaincu quelqu'un devant le tribunal qu'il ne disait pas la vérité. Et du coup, il a été condamné. Alors qu'on n'avait pas la preuve que ce qu'il disait n'était pas la vérité. Donc ça pose une vraie question. Difficile. Évidemment, les trois ordres dans les autonomies diverses et variées que le pape Jean-Paul II met en lumière, à mon avis, sont fondamentales. Le primat de l'esprit sur la matière, c'est fondamental. Si la matière commence à dominer l'esprit, je crains qu'on fasse fausse route. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que quelqu'un a droit au mensonge. Pourquoi il a droit au mensonge? Parce qu'il a sa propre conscience. Et refuser à quelqu'un, sous prétexte que je peux scientifiquement le convaincre de mensonge, en augmentant la capacité intellectuelle de connaissance, à mon avis, est une transgression. Voilà. Deuxièmement, c'est très important, la supériorité, la priorité de l'éthique sur la technique. Qu'est-ce que cette technique que vous venez de nommer, comment peut-elle être considérée à l'intérieur d'une éthique? Je ne parle pas de l'éthique du scientifique là, mais je parle de l'éthique, par exemple, de la personne qui est jugée aux États-Unis. Est-ce que j'ai le droit de me substituer, sous prétexte de capacité scientifique, à son éthique à lui? Et là, je reviens à cette affirmation fondamentale qui est juste avant, dans la constitution pastorale du Concile Vatican II, la conscience humaine est le sanctuaire où l'homme est seul, alors, devant Dieu, parce que ce sont les croyants qui parlent, mais on pourrait dire devant la voix qui lui parle dans sa conscience. Et ce sanctuaire est inviolable. Et je n'arriverai pas à concevoir que par des procédés scientifiques extrêmement sophistiqués, bien sûr, très extraordinaires, on puisse violer une conscience. Ça me paraît indigne. Alors, évidemment, se pose la question, personnellement, de la recherche scientifique par rapport à toutes ces sciences qui, mises ensemble, permettent à l'homme d'être augmenté, avec ce fameux livre « La mort de la mort », voilà, immortel. La vraie question qui se pose est la suivante, c'est que, est-ce que le scientifique, enfin l'équipe scientifique, quand je dis le scientifique, ça peut être toute une équipe, un laboratoire de scientifiques qui recherchent, est-il guidé, ce laboratoire, par la connaissance de la loi propre de la réalité qu'il cherche, ou est-il guidé par la domination de cette loi propre? Et c'est là où je dis que le scientifique a une éthique qui est interne à la démarche scientifique. Vouloir dominer la loi propre de la chose, ce n'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est de connaître cette loi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et donc de la recevoir. Et ça même si je la connais, ça demeure une loi propre. Alors par exemple, on pourrait discuter sur les OGM. Est-ce que c'est scientifiquement juste? Est-ce que je ne trahis pas des lois propres? Ou au contraire, connaissant ces lois propres, je découvre qu'à l'intérieur de ces lois propres, il y a des lois qui permettent à des organismes d'être génétiquement modifiés. Ça appartient à ces lois propres. Je pense que l'homme est fait pour dominer la création en la recevant, pas en la travestissant. En la connaissant,
s'attaquera à la création, plus il découvrira à quel point la loi propre de la création permet à tous les hommes de vivre en paix et on ne doit se nourrir. C'est pas l'angoisse de la mort, ou l'angoisse de la surpopulation, ou l'angoisse de la concurrence déloyale, l'angoisse qui peut mener la recherche scientifique. Parce qu'à ce moment-là, la recherche scientifique reçoit quelque chose qui est externe à elle-même et qui va vouloir maîtriser en dominant, c'est-à-dire en travestissant, et non pas dominer en recevant. Voilà, en recevant. La transcendance de l'homme, c'est sa capacité de connaître cette loi. Hélas, cette transcendance de l'homme est utilisée à l'envers, c'est-à-dire comme un Prométhée, de façon prométhéenne. La transcendance de l'homme se transforme, vous serez comme des dieux. Connaissance et travestissement, c'est pas la même chose. C'est pour ça que l'Église encourage de tous ses voeux la recherche scientifique. C'est pour ça qu'elle a fondé l'Académie pontificale des sciences, où se réunissent les plus grands chercheurs du monde. Il y a longtemps qu'à l'Académie pontificale des sciences, on a reçu Yamanaka. Bien avant qu'il vienne en France, bien avant qu'il ait le Nobel de la paix, de la médecine, il y a longtemps qu'on a écouté Yamanaka. Il y a longtemps que le canon Ratzinger, avant 1987, a reçu Yamanaka. Les plus grands scientifiques du monde sont réunis là. Pourquoi? Parce que l'Église encourage la recherche scientifique, parce que précisément, il y a cette transcendance de l'être humain qui, avec son intelligence, est capable de créer la réalité purement intellectuelle qui lui permet de comprendre que l'univers est intelligent. Et effectivement, le transhumanisme, pour moi, c'est la tentation par excellence de l'être humain, et on n'est jamais tenté que sur un don reçu. On n'est jamais tenté sur ce qu'on n'a pas. Je suis tenté de manger du chocolat, pourquoi? Parce que j'ai reçu le don d'aimer le chocolat. C'est parce que j'aime le chocolat que je suis tenté d'en prendre. C'est pas parce que je n'en ai pas. On est toujours tenté sur un don reçu. Le don reçu, c'est d'être intelligent, d'être transcendant. Et on est tenté là-dessus en travestissant cette transcendance qui consiste à bricoler la création. Donc, bonsoir enseignant. Je suis en 3e année ici. Et en fait, je suis assez content parce qu'à la question précédente, vous avez répondu à ma première question. Mais donc, j'ai l'impression que, d'une part, vous faites une certaine différence entre, je dirais, la science entre guillemets théorique qui permet d'accéder à la connaissance, et ensuite la science appliquée. Et moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est par exemple, parce que vous avez dit que, en tout cas, j'ai cru comprendre que la science pouvait permettre d'apporter des progrès à l'humanité, comme par exemple permettre à tout le monde de manger à sa faim. Quelle différence, par exemple, fondamentale il y a entre savoir qu'il faut irriguer les plantes pour que ça pousse mieux et faire des OGM, ou par exemple la médecine traditionnelle qu'on pratique aujourd'hui dans les hôpitaux et le transhumanisme? Parce que moi, il me semble que c'est un sujet intéressant et pas si clair que ça. Alors, dans le fond, la question que vous me posez, ça pourrait être jusqu'où s'arrête l'agriculture, jusqu'où c'est, ou bien c'est plus l'agriculture, c'est autre chose, mais qui permet de nourrir l'humanité, ou bien jusqu'où la médecine va. Est-ce que cette médecine, c'est encore de la médecine, ou bien c'est autre chose, quoi il faut trouver un nom. Y a-t-il une différence entre la médecine traditionnelle et puis la médecine qui aujourd'hui permet à quelqu'un de vivre quelque chose qui était inimaginable auparavant? Bon. Alors, on peut parler de transhumanisme, d'augmenter l'être humain. Déjà, il me semble très important
de considérer non seulement dans la science, il y a non seulement le comment, et c'est la donnée la plus fondamentale de la science. Comment y a-t-il du mouvement? Comment ça s'organise? Et dans le fond, c'est ça la réalité terrestre. C'est qu'il y a un mouvement quelque part. Et du coup, le propre de la science, c'est d'interroger comment, mais ça ne suffit pas, il me semble, que le propre de la science, c'est de relier le comment du pourquoi. Et je ne pense pas qu'il y ait une activité scientifique sans qu'on se pose la question pourquoi. Au Moyen-Âge, les plus grands scientifiques étaient tous des théologiens. Aristote, un grand scientifique, est aussi un philosophe. Le grand danger, c'est de mettre une réponse pourquoi en amont de la recherche scientifique, et donc qui induisent une manière de rechercher scientifique. Avec la naissance de l'autonomie des sciences, disons, le pourquoi vient au même moment où je découvre le comment. Je n'ai pas d'a priori sur la réponse à la question pourquoi. Ce qui veut dire qu'il y a un sens, il y a une signification quand je découvre le comment. Je ne reste pas simplement au niveau du comment. Le scientifique ne peut plus rester au niveau du comment. Il est sans arrêt confronté, au fur et à mesure que sa connaissance du comment progresse, à l'émergence de la question pourquoi, c'est-à-dire au sens. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il puisse y avoir de science sans qu'elle s'adosse d'une certaine manière dans sa recherche scientifique, en restant purement scientifique, à la sagesse. J'ai parlé de l'art comme voie vers la sagesse, mais il y a autre chose, puisque vous avez de la médecine. Aujourd'hui, c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas d'acte scientifique en médecine sans le pacte de confiance, à tel point que la loi prévoit la personne de confiance. Non pas parce qu'il y aurait une perte de confiance, mais au contraire, c'est parce que c'est ça qui est fondamental. Ça veut dire que l'acte scientifique qui est posé pour guérir telle maladie doit toujours se faire à l'intérieur d'une dimension de sagesse qui est dite, par exemple, par la famille, par le patient, le droit du patient, avec la loi Kouchner, qui est très importante. Il me semble qu'on voit bien que l'acte scientifique est tout à fait autonome mais il n'est pas isolé. C'est un acte scientifique qui est aussi un acte sociétal. Et c'est pour ça que la dernière phrase, me semble, que j'ai dite sur le texte de la Constitution pastorale, c'est la conscience de plus en plus grande de la responsabilité des savants pour protéger l'homme. Et le scientifique n'a pas la mission de protéger l'homme, c'est le pouvoir politique qui doit protéger l'homme. Et on voit bien que l'acte scientifique, dans son autonomie d'acte scientifique, il est le seul à pouvoir faire selon la règle qui vient de la science et qui a une éthique à l'intérieur d'elle-même, est nécessairement confronté à un autre acte, alors quel acte politique, quel acte familial, quel acte environnemental, quel acte sociétal, enfin que sais-je. Et c'est ainsi que une autre dimension de la science peut dire là, ce n'est plus scientifique. Là, vous sortez de votre voie scientifique. Et à ce moment-là, quand est-ce qu'on passe d'un acte scientifique qui consiste à être un acte qui s'applique en médecine à un acte scientifique qui consiste à augmenter l'homme? Voilà. Mais je peux aller plus loin, enfin plus précis, c'est le rapport Sicard. Quand est-ce que c'est un acte scientifique qui a pour application de conduire quelqu'un vers la mort naturelle, étant donné que la mort a sa loi propre, qui est de survenir en raison de la maladie, ou de l'épuisement, ou bien est-ce que l'acte scientifique qui est appliqué en médecine devient un acte qui défie cette loi propre
et qui impose sa propre loi. Et là, la tentation aujourd'hui, c'est que peut-être on laisse cette loi propre, comme dit saint François d'Assise, de notre sœur la mort, à la domination de l'acte scientifique. Alors qu'au contraire, cette loi propre est peut-être connue bien plus par la relation familiale qui connaît bien celui qui va mourir, ou d'autres instances. Des instances politiques qui reconnaissent la dignité humaine, par exemple. Je ne sais pas, que sais-je. Mais il me semble que pour répondre à votre question, la tentation d'aujourd'hui, à mon avis, il y a des budgets qui sont alloués à cette recherche de façon indue, à mon avis, parce que c'est des budgets qui sont alloués sans que la science, c'est-à-dire des budgets qui sont alloués de telle manière que la science, dans son autonomie, soit isolée. Et on confond autonomie et isolement. L'autonomie n'a jamais été faite pour être isolée. L'autonomie n'a jamais été faite pour sortir de la société, sortir du vivre ensemble. Et c'est uniquement ces autres regards qui, dans leur autonomie propre, l'autonomie du politique, l'autonomie de la famille, l'autonomie de ceci, de cela, l'autonomie de l'art, d'où la question de la censure, eh bien, ce sont ces autonomies-là qui vont travailler ensemble et selon une hiérarchie. Il y a un ordre entre ces autonomies. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est dans ce sens-là que je réfléchirai à votre question. Et pour le dire autrement, personnellement, je l'ai dit à l'instant, mais je crains des scientifiques qui confondent, ou des politiques, qui confondent autonomie et isolement. Peut-être une question pour compléter ce que vous venez de dire. Vous avez parlé, vous en avez aussi parlé tout à l'heure dans votre intervention quand vous avez parlé de Galilée, de l'autonomie de la recherche scientifique et notamment de l'importance de ne pas réfléchir avec un schéma préconçu du monde, une vision préconçue du monde. Et il me semble que l'Église est opposée, s'est prononcée plusieurs fois, contre la recherche sur l'embryon, avec pour argument que l'embryon est, selon elle, déjà un homme, ou en tout cas un homme en devenir. Et est-ce que ce n'est pas là une conception que l'Église a elle-même de l'homme, qu'elle plaque sur une réalité scientifique qui serait l'embryon en lui-même, qui n'est pas encore un homme, puisqu'il qui n'est pas encore reconnu scientifiquement comme un homme, puisque manifestement il y a un débat sur quand est-ce que l'embryon devient un homme. Alors, vous affirmez il y a plusieurs choses que vous affirmez. D'abord, ce n'est pas forcément l'Église catholique, il faudra relire le procès de Nuremberg. Et le procès de Nuremberg dit très clairement comment y a-t-il un rapport entre l'acte scientifique et puis l'être humain sur qui cet acte scientifique est commis. Bon. Et du coup, ce qui est ressorti du procès de Nuremberg sont des principes fondateurs aujourd'hui pour la recherche scientifique sur le vivant et qui inspirent nos principes juridiques actuels. Et notamment le principe fondamental du respect de la dignité humaine dès le commencement, alors ça c'est nouveau, mais dès le commencement de sa vie, c'est le code civil numéro 16, donc le respect de la dignité de l'être humain dès le commencement de sa vie. Donc on reconnaît que l'être humain existe dès le commencement de sa vie. Ça c'est un premier point. Et deuxièmement, s'il y a respect de la dignité, alors le corollaire immédiat, c'est le devoir de protéger celui qui a cette dignité humaine et qui est le plus vulnérable. Ça, c'est le principe de Nuremberg. Bon, protéger le plus vulnérable. Et donc, c'est la question du consentement, du droit du malade, etc. La protection du plus vulnérable, c'est fondamental. Maintenant, qu'est-ce que l'embryon? Une fois qu'on a dit tout ça, un peu de ce cadre juridique. Qu'est-ce que l'embryon? Moi, je ne me pose jamais cette question, je dis toujours qu'est-ce que l'embryon humain? Et c'est fondamental, parce que ce n'est pas un embryon de brebis, c'est un embryon humain. L'arrivée de l'embryon humain, il y a deux manières de comprendre l'embryon humain. Il y a la manière, par exemple, comme l'a dit un député, comme elle a dit un politique, enfin, monseigneur, vous dites un embryon humain, enfin, c'est pas un embryon humain, oui, mais quand
quand une mère de famille fait une tarte, comme c'est un être humain qui a fait la tarte, je peux dire que la tarte est humaine. Ben, je dis, écoutez, monsieur le député, en philosophie, on apprend qu'il y a deux choses. Toute chose existe par elle-même et il y a des accidents. Mais, et des qualités. Bon. Et puis, il y a ce qu'on appelle des qualités antitatives. Par exemple, je le dis comme ça, par exemple, si vous avez un mur en parpaing et que vous le peignez en rouge, c'est sûr que si vous enlevez la qualité rouge, le mur va rester. D'accord. Si vous enlevez l'humain de l'embryon, le mur va rester. Pas de problème. Mais si le mur est en brique rouge, si vous enlevez le rouge du mur, alors là vous enlevez le mur. Il n'y a plus de mur. Mais vous voyez, le rouge du mur qui est fait en brique, c'est l'humain de l'embryon. Vous ne pouvez pas enlever la qualité humaine de l'embryon. Pour vous, ce serait intéressant d'enlever la qualité humaine de l'embryon pour pouvoir justifier la possibilité de faire des recherches, parce que c'est interdit de faire une recherche sur l'être humain dès le commencement de sa vie à cause de sa vulnérabilité. Alors c'est le rapport Warnock en Angleterre qui a établi qu'au 14e jour, c'est un embryon humain, avant c'est un pré-embryon. La France, dans son débat parlementaire, l'a dit très clairement, c'est une conception complètement arbitraire, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'embryon qui deviendrait humain, ça n'existe pas. L'embryon est humain immédiatement. Et qu'est-ce qu'on découvre? Enfin, ce que disent tous les scientifiques. Tous les scientifiques disent que cette réalité-là, si on la laisse faire, de façon autonome, elle devient ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est un être humain. La seule question après qui est philosophique, c'est comment un être humain est-il une personne ou ne l'est pas? Le comité consultatif national d'éthique a inventé ce concept qui, à mon avis, est très discutable, personne potentielle. À mon avis, ça veut rien dire. Je ne sais pas comment une personne, d'un point de vue philosophique, étant donné le mot personne, mais de la philosophie contemporaine, ce que le mot personne, je ne vois pas comment ça peut être potentiel, puisque le propre de la personne, c'est d'être un sujet. Je ne vois pas comment on est un sujet potentiel, on est sujet ou on n'est pas. On n'est pas sujet potentiel, sujet en puissance. Tant que je ne suis pas sujet, qui suis-je? Puisque je ne suis que potentiellement sujet. Donc c'est pas possible, c'est une contradiction dans les termes, personne potentielle. Et du coup, la recherche sur l'embryon humain, d'un strict point de vue scientifique et d'un strict point de vue philosophique, est totalement en contradiction avec la réflexion humaine et en tous les cas avec notre droit. Alors bien sûr, l'Église catholique, comme elle l'a dit dans son introduction sur la bioéthique, s'appuie, non bien sûr à partir de sa forme, mais s'appuie sur, comme elle dit, le vaste panorama scientifique et philosophique. Et aujourd'hui, aucun article scientifique écrit scientifiquement, ce n'est pas le cas de tout article scientifique, aucun article scientifique écrit scientifiquement prouve scientifiquement que ce n'est pas un être humain. C'est un être humain. C'est impossible de dire autre chose. Et la science conduit à l'attester si avec le comment, elle se pose la question pourquoi, c'est-à-dire dès que la première cellule existe, dès que la fécondation a lieu, alors les scientifiques peuvent discuter actuellement au niveau international quand est-ce que la fécondation est terminée.